trois titres dans ce journal. L'Union africaine réunie en sommet à Addis Abeba en Éthiopie. Les travaux de la 32e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement portent sur la question des réfugiés, rapatriés et autres personnes déplacées. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé hier à l'ouverture de cette rencontre. Projet de modernisation du secteur des transports et facilitation du commerce sur le corridor Abidjan-Ouagadougou. 5000 chauffeurs routiers et gestionnaires d'entreprises de transport bénéficient actuellement d'une formation dans le district d'Abidjan. Enfin, la présidentielle du 24 février prochain au Sénégal, la non-distribution des cartes d'électeurs inquiète fortement la société civile. Merci de nous suivre. L'Union africaine est réunie depuis hier en sommet à Addis Abeba en Éthiopie. Il s'agit de la 32e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Au centre de cette réunion, la question des réfugiés, rapatriés et autres personnes déplacées. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé hier à l'ouverture des travaux. On fait le point avec Awa Touré. Vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique. En tout cas, c'est la volonté affichée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine réunis en session ordinaire à Addis Abeba. Et c'est à juste titre que ces dirigeants africains, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, ont choisi de faire de 2019 l'année des réfugiés, rapatriés et déplacés internes. Le phénomène des déplacements forcés reste hélas prégnant. Il importe de s'attaquer plus résolument aux causes profondes du phénomène, parallèlement à l'accélération de l'opérationnalisation de l'Agence humanitaire africaine. L'occasion aussi de faire le point sur les projets tels que la zone de libre-échange qui a enregistré des avancées notables, le marché unique pour le transport aérien, le protocole sur la libre circulation des personnes et le passeport africain, sans oublier la réforme institutionnelle de l'Union africaine, un projet porté depuis 2 ans par le président rwandais Paul Kagame, président en exercice sortant de l'organisation continentale. Les progrès que nous avons réalisés reflètent à la fois l'engagement des dirigeants africains et les aspirations des citoyens et des peuples africains. La zone continentale de libre-échange a été signée et moins d'une année après, elle devrait entrer en vigueur grâce au rythme accéléré des ratifications. Au thème de la cérémonie d'ouverture, le président Paul Kagame a passé le témoin au nouveau président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte pour 2019. 2019 pour l'Union africaine, il faut le signaler, est aussi une année riche en symboles. Le 19 février, c'est le 100e anniversaire du premier congrès panafricain qui a débouché sur la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Et dans quelques mois, c'est la célébration du 20e anniversaire de la déclaration de Sirte qui a jeté les bases du passage de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine. C'est dans cette mouvance de célébration que les chefs d'État et de gouvernement ont dévoilé une statue en l'honneur de l'empereur Haïlé Sélassié, un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. En Côte d'Ivoire, l'environnement de travail est-il agréable à la direction du contrôle financier? Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État a effectué récemment une visite dans les locaux de cette structure dans la commune du Plateau. Moussa Sanogo s'est imprégné des conditions de travail des agents. Le point avec Noussangaré et Mahama Traoré.
Le secrétaire d'État chargé du budget du portefeuille de l'État à la direction du contrôle financier, structure sous tutelle de la direction générale du budget et des finances. Une visite pour toucher du doigt les réalités quotidiennes des agents de cette direction. Après la visite des différents services, Moussa Sanogo a échangé avec les contrôleurs financiers venus de toutes les contrées du pays. Entretien au cours duquel ils ont exposé leurs doléances, notamment l'octroi de véhicules de service, pour être plus opérationnel, la question d'un siège et la réhabilitation des bureaux à l'intérieur du pays. Le secrétaire d'État Moussa Sanogo promet d'apporter des réponses concrètes à toutes ces préoccupations. Il invite aussi les contrôleurs financiers à s'impliquer davantage dans la mise en place du budget programme. On va passer bientôt à des budgets programmes et ça va demander à davantage de responsabilités du contrôleur financier. Le budget programme, c'est un budget qui est élaboré non pas sur une année comme c'est maintenant, mais sur plusieurs années, en général 3 ans. Et puis, il y a des programmes qui sont définis. Par exemple, un programme routier relatif à une route qui doit relier deux villes. Est-ce que les ressources qui ont été dégagées pour la réalisation de cette route sont effectivement utilisées à cela sur la durée du programme qui a été défini? Et le responsable du programme doit rendre compte de l'utilisation de chaque sou qui a été affecté à ce programme-là. Les contrôleurs financiers ont pour mission de contrôler la régularité des dépenses de l'État et de tout autre organisme bénéficiaire de fonds publics. Ils ont aussi pour mission d'informer les ministres et les préfets des conditions dans lesquelles s'effectue la gestion financière de leur département et de leur suggérer éventuellement toute mesure pouvant améliorer cette gestion. La direction du contrôle financier compte sur le territoire 589 agents, dont 58 contrôleurs financiers. Autre actualité, 5000 chauffeurs routiers et gestionnaires d'entreprises de transport bénéficient actuellement d'une formation dans le district d'Abidjan. C'est dans le cadre du projet de modernisation du secteur des transports et facilitation du commerce sur le corridor Abidjan-Ouagadougou. Cette formation, faut-il le préciser, va s'étendre dans les prochains jours aux autres villes de l'intérieur du pays. Les explications de Cheikh Koné. Cette session de formation permettra à 5000 acteurs du transport, soit 3500 conducteurs et 1500 gestionnaires d'entreprises, d'obtenir leur certificat d'aptitude professionnelle. Ces diplômes sont désormais obligatoires pour l'exercice de toute activité dans le secteur du transport routier. D'où la nécessité d'initier une campagne de sensibilisation pour inciter les acteurs ciblés à la formation. Nous partons donc dans le cadre de cette sensibilisation dans toutes les localités afin de porter ce message. Et il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que les acteurs du secteur du transport routier soient formés à la bonne connaissance de leur métier. Parce que quand vous faites le transport routier, que vous soyez conducteur routier ou que vous soyez patron, si vous n'avez pas la maîtrise du b.a.-ba de votre travail, vous allez voir que la gestion financière, la gestion environnementale de l'entreprise va être extrêmement difficile. D'un coût d'environ 2 milliards de francs CFA, cette formation est financée par la Banque mondiale. Le représentant du ministre des Transports a invité les acteurs du secteur à se former et à adhérer à la vision du gouvernement de faire du transport un secteur plus compétitif. Il faut noter que le secteur du transport routier, il est le secteur sans lequel il ne peut pas exister d'économie pour notre pays. Monsieur le ministre vient de nous mettre en mission. La mission de faire en sorte que notre secteur, à nous tous, le secteur du transport routier, soit un secteur moderne. Un secteur moderne, c'est un secteur qui est animé par des professionnels. Notons que la formation de ces 5000 acteurs vient compléter la série de formations gratuites offertes par le gouvernement. Pour rappel, 3500 acteurs du transport routier ont déjà bénéficié de cette formation lors de la première phase grâce à un financement de l'Union européenne. Il faut professionnaliser les métiers de l'auto-école en Côte d'Ivoire. L'Union nationale des auto-écoles réfléchit donc sur la formation des candidats au permis de conduire par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Rencontre initiée par le ministère des Transports. Le point avec Francis Boifo. Elles sont accusées, à tort ou à raison, d'être responsables de l'incivisme au volant ou des accidents parce qu'elles sont chargées de former les candidats à l'obtention des permis de conduire.
Les auto-écoles veulent amorcer un nouveau départ avec l'utilisation des technologies de l'information et de la communication TIC dans les modules de formation. Dans nos auto-écoles, il circule beaucoup d'analphabètes et la mémoire visuelle aide énormément avec l'arrivée des TIC. Ça veut dire qu'on peut ne pas savoir lire et écrire, mais avec la mémoire visuelle et avec l'apport des TIC, on peut pouvoir absorber ou du moins résoudre le problème d'analphabétisme qui existe dans le milieu de l'enseignement de la conduite. Ça veut dire que par exemple, les apprenants reviennent à l'auto-école, on leur fait même pratiquement un lavage de cerveau, on leur apprend à voir les accidents qui sont vraiment de nature incroyable. Et quand le gars il sort de cette formation-là, il a du mal à répéter les mêmes erreurs. Parce que là, c'est comme si on avait filmé lui-même en train de faire ces erreurs-là. Et ça porte énormément. Le ministère des Transports soutient le projet de professionnalisation des centres de formation qui enseignent la conduite automobile. Car il s'agit, en tout premier lieu, de préserver des vies humaines. Ou de façon générale, les causes des accidents sont dues dans une grande proportion aux facteurs humains. 95% disent les études. Un des moyens pour éviter ou pour réduire les accidents, c'est la formation. Nous devons donc tous œuvrer à améliorer la sécurité routière. Cette rencontre de Yamoussoukro est une opportunité pour les responsables d'auto-école de mener des réflexions autour de l'harmonisation du coût et de la durée de la formation en vue d'obtenir le permis de conduire. Elle a été sanctionnée par le renouvellement du bureau de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Guillaume Coco a été reconduit pour un mandat de 4 ans. Direction Issia, Brokoua, située dans la région ouest du pays. Cette localité de plus de 10 000 habitants a désormais son château d'eau. Cet ouvrage, construit dans le cadre du programme gouvernemental Eau pour tous, a été inauguré récemment par le ministère de l'Hydraulique. C'est un reportage de Eugène Atoubé. À moins de 10 km d'Issia, chef-lieu de département dans la région du Haut-Sassandra, les populations dans toutes leurs composantes ne retiennent pas leur bonheur de savoir que Brokoua compte parmi les localités en Côte d'Ivoire où l'accès à l'eau potable est une réalité. Et mieux, un château d'eau trône dans le village avec majesté. 15 mètres de haut, une capacité de 30 mètres cubes et un forage qui dessert 10 mètres cubes d'eau par heure. Un ouvrage dont bénéficie aussi le village voisin de Korekipra. Avant, tu es obligé de quitter au champ à 15 heures pour venir au village plus tôt pour aller au puits avant de faire ta cuisine. Maintenant que le château d'eau est là, tu peux venir à n'importe quelle heure pour faire ta cuisine. Je suis très heureuse. Désormais, l'eau est de qualité. Désormais, les femmes ne sont plus obligées de se lever très tôt le matin pour aller puiser de l'eau au marigot, pour aller puiser de l'eau dans les puits. Un sentiment de mieux-être, un sentiment de bien-être. L'histoire du château d'eau de Brokoua commence en janvier 2008, date de la pose de sa première pierre. 8 années plus tard, les travaux de construction de l'ouvrage sont achevés. Les supplices que causait la recherche permanente de l'eau dans cette partie de la région du Haut-Sassandra sont relégués au souvenir. Éviter certaines maladies comme la bilharziose. On nous conseille directement d'utiliser l'eau potable. Comme il y a un château d'eau qui est là, c'est bon pour la santé. Les populations peuvent espérer de l'ONEPS les promesses qui ont été faites par le chef de l'État. C'est en faisant ce type d'investissement qu'on pourrait imaginer qu'on se mette en dehors des pénuries d'eau qui surviennent ça et là. Sur la place publique de Brokoua, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, et sa délégation sont reçus par les populations et les chefs coutumiers des 2 villages bénéficiaires du château d'eau. Entre cette rencontre festive et la livraison officielle de l'ouvrage aux populations, le ministre de l'Hydraulique a expliqué la vision du président de la République pour le bien-être et le progrès des populations, traduite à nouveau dans le plan social du gouvernement 2019. Nous sillonnons aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire pour faire en sorte que le programme social du gouvernement puisse être mis en œuvre pour pouvoir rendre effective la politique du président Alassane Ouattara de donner de l'eau potable de manière concrète aux populations. Le château d'eau de Brokoua va porter le nom de Boun Boabré, ministre du Plan et du Développement au début des travaux de construction de l'ouvrage. Le ministre Laurent Tchagba l'a annoncé aux populations. Un double bonheur qu'elles ont exprimé à l'envi, même si, à Brokoua comme à Korekipra, peu d'habitants disposent encore de compteurs à ce jour. Le ministre de l'Hydraulique les a assurés
de ce que le gouvernement va lancer un vaste programme de 450 000 branchements sociaux au bénéfice des populations de Côte d'Ivoire les plus défavorisées. Dans l'actualité nationale également, la lutte contre les feux de brousse. Le ministère des Eaux et Forêts a procédé il y a quelques jours au lancement de la 23e campagne nationale. C'était à Yakassé-Féassé, dans la région est du pays. Les agriculteurs seront outillés sur les techniques de préservation des forêts contre les incendies. On en parle avec Franck Quadio. 16 millions d'hectares de forêt en 1900 à 3,4 millions d'hectares en 2015 et aujourd'hui 2,4 millions d'hectares de forêt. La forêt ivoirienne est en nette dégradation. L'une des principales causes, les feux de brousse. Le ministère des Eaux et Forêts porte alors son action sur la sensibilisation. À Yakassé-Féassé, 30 km au nord d'Abengourou, est lancée la 23e édition de la caravane de sensibilisation contre les feux de brousse. À cet effet, nous devons tous nous engager pour une année zéro feu de brousse. Occasion pour le ministre des Eaux et Forêts, Alain Donvaï, de rappeler les précautions à prendre pour éviter la propagation des feux de brousse. Dynamiser aussi l'action des comités locaux de lutte contre les feux de brousse, renforcer les pare-feux autour des plantations agricoles et éviter de transporter des allumettes dans les champs. La tutelle n'omet pas de notifier les initiatives nationales en faveur de la préservation du couvert forestier. La création de plateformes de réduction de risques et de gestion des catastrophes en est une. La signature de plusieurs accords au plan international pour la lutte contre le réchauffement climatique, la protection des forêts et la biodiversité. Ces actions s'inscrivent toutes dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui s'engage à réduire de manière significative les facteurs de la déforestation afin que la Côte d'Ivoire atteigne un taux de couverture forestière d'au moins 20% de son territoire national à l'horizon 2030. L'action des ONG de lutte contre la propagation des feux de brousse dans la région a aussi été saluée. Les feux de brousse, rappelons-le, constituent en Côte d'Ivoire le troisième facteur de dégradation de nos forêts selon le ministère des Eaux et Forêts. Au chapitre santé, la 66e journée mondiale des lépreux en Côte d'Ivoire. La célébration officielle s'est déroulée à Béoumi, dans le centre du pays. L'occasion pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de sensibiliser les populations au dépistage précoce. À noter que 645 cas de lèpre ont été dépistés en 2018. Les temps forts de cette cérémonie avec Charles Tatou de RTI Bouaké. La lèpre se vit encore en Côte d'Ivoire. Le pays a atteint le seuil de l'élimination de cette maladie. Moins d'un cas pour 10 000 habitants. Malgré ces progrès dans la lutte, on détecte encore un nombre élevé de malades avec infirmité au degré 2. La célébration de la 66e journée mondiale des lépreux à Béoumi offre donc une occasion au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour sensibiliser encore les populations au problème de la lèpre, qui constitue un véritable problème de santé publique. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime actuellement à 150 000 le nombre de malades de la lèpre dans le monde. En Côte d'Ivoire, 645 nouveaux cas de lèpre ont été dépistés durant l'année 2018 et l'on dénombre à ce jour 514 malades en traitement. J'encourage encore et encore les acteurs de la lutte à intensifier le suivi régulier des malades en traitement et à assurer sans retard la prise en charge des complications. Pour 2019, le gouvernement place la 66e édition de la Journée mondiale des lépreux sous le triple signe de la solidarité, de l'amour et de la persévérance. Pour saluer les efforts des agents de la santé en charge du traitement de la lèpre, des diplômes d'honneur ont été offerts à 4 d'entre eux. Le ministre a également décoré 15 autres acteurs de la lutte contre la maladie. Les malades de la lèpre, eux, ont reçu des dons. Du matériel biomédical a été également offert pour le district sanitaire de Béoumi.
Intéressons-nous à présent à la lutte contre la pauvreté dans le pays. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a procédé il y a quelques jours à la remise symbolique des chèques représentant des secours sociaux à 16 personnes vulnérables. Les précisions de Jean-Marc Djadji et Walter Amadou Ouattara. Ils sont symboliquement au nombre de 16 bénéficiaires à avoir reçu des chèques au titre des secours sociaux pour l'année 2018 de la part du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Les secours sociaux, institués par décret numéro 67-524 du 28 novembre 1967, portant réglementation de l'octroi des secours, sont des allocations attribuées à des personnes vulnérables. Allocations octroyées sous forme d'aide médicale, scolaire et génératrice de revenus. L'année 2019, décrétée par le gouvernement année du social, voudrait dire que l'État a pleine conscience des difficultés que les populations rencontrent et tient à renforcer l'appui et le soutien de la nation tout entière. Ainsi, des actions à l'image des secours sociaux constituent-elles des réponses concrètes à cet élan. Au cours de l'année 2018, 100 millions de francs CFA distribués à 366 personnes, parmi lesquelles ces 16 récipiendaires. Je remercie sincèrement Simon, d'abord au chef de l'État, ensuite au gouvernement, au ministre de la Protection sociale, aussi chargé de l'emploi, et aux autres autorités de ce ministère pour l'aide de laquelle nous avons bénéficié, qui est la preuve de la bonne volonté du gouvernement d'œuvrer au bien-être des personnes, des cas sociaux. Les secours sociaux sont octroyés à l'issue d'une analyse de dossier par une commission des secours regroupant différents ministères, dont le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. 9 personnes interpellées, des fusils d'assaut, munitions et chargeurs saisis. La gendarmerie nationale a mis le grappin sur un gang de coupeurs de route. Ces individus sévissaient sur les axes Boisflé-Zuenoula et Boisflé-Issia. Les explications de Abou Sanogo. Ils ne séviront plus désormais dans la région de la Maraoué. Ces 8 individus membres d'un présumé gang de coupeurs de route ont été interpellés à Boisflé par les fins limiers de la gendarmerie nationale dans un domicile au moment où ils se préparaient mystiquement pour mener des attaques sur les axes Boisflé-Zuenoula et Boisflé-Issia. En leur possession, 2 fusils de type Kalachnikov, 3 chargeurs et 238 munitions. Surpris dans leur cachette, ils ne mettent pas de temps pour passer aux aveux en confessant le nombre d'attaques déjà commises. Première fois, ça me fait longtemps, ça c'était à Iré. Maintenant, déjà, ça c'était sur la route de Yamoussoukro. Pour moi, ça fait 2 ans, mais je ne viens pas chaque fois parce que la dernière fois quand on est venu, il y a eu 75 000. C'est pour envoyer les gens là-bas. Si ils viennent de sortir là, je vais les envoyer là-bas. S'ils ont fini le travail là-bas, ils vont m'appeler et aller les prendre. Bon, et tous, ils s'en vont. Si ils s'en vont là, ils vont me donner les choses à garder pour eux. Ils viennent encore là. Je dis d'envoyer les trucs là. Après leur confession, le 9e élément du gang sera interpellé dans la localité d'Angovia dans la région de Boisflé. Cette opération réussie par les hommes du général de brigade Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre le coupeur de route dans les départements de Boisflé, Vavois, Diokoué et Man. Dénommé Hippopotamus, l'opération continue de porter des fruits avec des interpellations de présumés coupeurs de route à Zoukougoué et Diokoué et une saisie d'armes à Vavois. Culture, le Salon international du livre d'Abidjan 2019 aura lieu du 15 au 19 mai prochain. À noter que la France sera à l'honneur de cette 11e édition. Thème retenu, le livre « Mon compagnon au quotidien ». Les précisions de Issaïo. Abidjan, capitale du livre au mois de mai prochain. Le 11e SILA, Salon international du livre d'Abidjan,
verra la participation de la France en tant que pays invité d'honneur. Nous avons porté notre choix sur la France cette année pour le riche patrimoine culturel de ce pays, mais aussi pour sa diversité. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour nous que nous fait le SILA d'être le pays hôte pour cette 11e édition. On a accepté avec grande joie d'être le parrain, l'invité d'honneur de cette édition. Aussi parce que pour le président Macron, le livre, c'est le meilleur vecteur de la langue française. Organisé par l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, ACEDI, le SILA est une opportunité pour l'ensemble de la population de se procurer un livre. D'où le thème, le livre, mon compagnon au quotidien. Le livre, mon compagnon, c'est aussi exhorter tout le monde à la lecture, tout le monde à avoir un livre au chevet de son lit, dans son véhicule, dans son cartable, dans son téléphone portable. Le secteur du livre en Côte d'Ivoire est dynamique, reconnaît le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie. Il assure les organisateurs du soutien du ministre Maurice Kwaku Pandama. Le ministère de la Culture est toujours heureux de s'associer à cet événement parce qu'il compte au nombre des activités qui permettent aux livres de se tenir debout dans notre pays. Car il faut savoir que l'industrie de Côte d'Ivoire est l'une des plus dynamiques de la sous-région, même de l'Afrique au sud du Sahara. Et ce salon est le signe que le dynamisme de nos porteurs du livre est salué. L'année dernière, lors de la 10e édition, le salon a enregistré 150 000 participants. Cette année, pour cette 11e édition prévue du 15 au 19 mai prochain, les organisateurs entendent aller au-delà de ce chiffre. Une soixantaine d'exposants sont également attendus. 11 films ivoiriens en compétition pour le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 2019. La 26e édition du FESPACO va se dérouler du 23 février au 2 mars prochain au Burkina Faso. Alors, que va donc présenter la Côte d'Ivoire dans les catégories courts-métrages, documentaires, séries télé et autres films d'école? On fait le point avec Serge Collia. Plus que 2 semaines pour le démarrage de la grand-messe du 7e art africain. Cette année, 165 films sont en compétition officielle, dont 20 longs métrages en lice pour les talons de Yénéga. Au FESPACO, généralement, sur les 20 films, il y a 3 qui sont réservés aux pays organisateurs. Donc il reste 17. Cette année, il y a eu 2 films tunisiens qui ont été sélectionnés et 2 films sud-africains. Et dans tous les autres pays, même les pays comme le Maroc, comme le Sénégal, qui ont eu 2 fois le Yénéga, donc il ne figure pas. Et la Côte d'Ivoire y figure. Moi, je crois que c'est un élément de fierté. Les productions cinématographiques ivoiriennes candidates au FESPACO étaient au départ 48. Toutes catégories confondues, la Côte d'Ivoire positionne 11 films, au nombre desquels un long métrage. Nous avons, contrairement à l'édition précédente, un film en compétition pour le Yénéga. Une belle surprise d'ailleurs, c'est Résolution, qui a été réalisée par une équipe de jeunes. Et c'est l'une des marques importantes de cette édition 2019. La plupart des films en compétition pour le compte de la Côte d'Ivoire ont été réalisés par la jeune génération des réalisateurs qui arrivent. Les différents responsables du cinéma en Côte d'Ivoire pensent que la politique de développement du secteur, initiée par le ministre de la Culture et de la Francophonie, porte ses fruits. Je crois que certainement avec le Burkina, la Côte d'Ivoire doit être l'un des 2 ou 3 pays à pouvoir être présent dans toutes les catégories. Et je pense que nous allons décrocher le Yénéga, si ce n'est cette édition, mais la prochaine édition, il faudra compter avec la Côte d'Ivoire. Le dernier étalon d'or remporté par la Côte d'Ivoire avec Au nom du Christ du réalisateur Nwambala date de 1993. Hors de chez nous, la présidentielle du 24 février prochain au Sénégal. Je vous l'annonçais dans les titres, la non-distribution des cartes d'électeurs inquiète fortement la société civile. À 13 jours du scrutin présidentiel, plus de 250 000 Sénégalais n'ont pas encore leur carte d'identité biométrique. Selon le groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, ce retard serait lié au dysfonctionnement de la distribution précipitée des dits documents.
Le ministère de l'Intérieur lui indique que le retrait des pièces se fait de manière transparente et court jusqu'à la veille du 24 février, jour de vote. Abdelaziz Bouteflika, candidat à sa propre succession. Comme en 2014, il ne compte pas intervenir durant la campagne électorale. S'il est réélu, il envisage axer son mandat sur l'économie et la jeunesse. Âgé de 81 ans, Abdelaziz Bouteflika reconnaît une diminution physique qui n'entrave pas sa volonté de servir son pays. Des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel de la droite s'opposant à la démarche de Pedro Sanchez, chef du gouvernement. Les manifestants rassemblés sur la place Colón ont signifié leur désapprobation à l'ouverture du dialogue aux indépendantistes catalans. Le procès de 12 anciens dirigeants indépendantistes inculpés pour une tentative de sécession de la Catalogne devrait se tenir cette semaine. Des précisions de Alexis Ouedraogo. Merci de nous avoir suivis.